Vous écoutez le spécial colloque Jean-Marie Fecteau 2019 en collaboration avec l'équipe d'Histoire de passer le temps. Bonjour, bienvenue au colloque Jean-Marie Fecteau, la deuxième journée. Sans plus tarder, on va commencer avec le premier panel de la journée qui est intitulé Ordre policier, ordre religieux et ordre politique, transformation institutionnelle au Canada. Donc, il sera présidé par Mme Magda Ferny. Magda Ferny, qui est ici professeure et directrice du département d'histoire, donc spécialiste de l'histoire du Canada et du Québec au 20e siècle, de l'histoire des femmes, de l'histoire de la famille. Et en fait, il y a énormément de réalisations aussi, mais on va procéder avec le panel, en fait, pour le reste. Okay. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Super. Alors, ça me fait très, très plaisir de présider plutôt, cette première séance de la journée. Il y aura 3 communications, 3 intervenants. Chaque présentateur parlera pendant 20 minutes et nous prendrons les questions à la fin. La première communication sera présentée par Étienne Lapointe, qui est candidat au doctorat en sciences des religions ici à l'UQAM. Il travaille sous la direction de Catherine Foisy. La dernière fois que j'ai présidé une séance à laquelle participait Étienne Lapointe, il donnait une communication sur Maurice Richard. Là, il a changé de cap, pris un petit virage, et aujourd'hui, il nous parlera de la libération devient, en fait, une communication qui s'intitule « La libération devient le nouveau nom du salut ». Regard critique sur le 14e congrès annuel de l'entraide missionnaire du 8 au 10 octobre 1971. Alors, Étienne, la parole est à vous, 20 minutes. Merci beaucoup, Mme Ferny. Merci beaucoup à vous tous et toutes d'être ici. Ce matin, on sait que le matin, c'est toujours plus difficile d'avoir une foule à un colloque. Et effectivement, j'ai changé un peu de cap. Hein. Mémoire étant terminée en attente des corrections finales pour le dépôt final, mais j'ai eu la chance de tomber sur un fonds d'archives il y a 2 étés de l'entraide missionnaire, donc j'ai décidé de le fouiller un peu et ça donne donc ce matin le premier jalon, si on veut, d'une recherche qui va m'occuper pour les prochaines années, au moins pour les 3-4 prochaines années. Donc aujourd'hui, on jette un regard sur le 14e congrès de l'entraide missionnaire qui se tient à Montréal du 8 au 10 octobre 1971. Le thème choisi pour cette rencontre missionnaire est assez d'actualité. Il s'intitule « L'utopie chrétienne, libérer l'homme ». L'actualité du sujet, d'ailleurs, soulignée par le président de l'organisme, Riel Corriveau. Dans son discours d'ouverture, il n'hésite pas à faire un lien avec la libération nationale du Québec à l'époque. Organisé dans un contexte sociopolitique marqué par de nombreux événements turbulents, je pense que à peu près tout le monde ici sait de quoi je parle, ce congrès apparaît comme un point tournant dans la redéfinition de ce qu'est et doit être la mission chrétienne, une redéfinition qui s'entame dès le début des années 60 et qui est encouragé notamment par le Concile Vatican II qui se déroule de 1962 à 1965. Vous m'entendez bien? Ça va, excellent. La présente communication vise à mettre en lumière la préoccupation d'un nombre important de missionnaires québécois au tournant des années 1970 qui tendent à infléchir l'action missionnaire dans une perspective de dialogue et d'ouverture avec les pays de ce qu'on appelle alors le tiers-monde. Ceci constitue un changement de paradigme par rapport à l'attitude teintée de paternalisme et de colonialisme qui prévalait jusqu'à la fin des années 1950 et qui reflétait l'idéologie traditionnelle de la doctrine officielle de l'Église préconciliaire. L'étude d'un cas précis, comme le Congrès de l'entraide missionnaire de 1971, contribue à mettre en évidence la prise de conscience qui s'effectue dans les milieux missionnaires catholiques quant au rôle que ceux-ci ont à jouer dans la mise en œuvre d'une plus grande justice sociale et dans la lutte contre les situations d'oppression dont ils sont bien souvent les témoins. Enfin, il s'agit pour nous, par le biais des archives de l'entraide missionnaire et plus particulièrement à partir des textes du Congrès de 1971, d'être nous-mêmes témoins du renversement idéologique qui se produit dans la pensée missionnaire au tournant des années 1970. Il est d'ailleurs possible de parler de conversion de la pensée chrétienne, pour reprendre le titre d'un essai de Fernand Dumont publié en 1964, et la conversion est aussi un des thèmes largement explorés plus récemment par la professeure Catherine Foisy dans un ouvrage consacré à 4 instituts missionnaires québécois. Donc, dans un premier temps, je propose de jeter un regard un peu sur l'entraide missionnaire afin d'en tracer assez grossièrement les contours. Ensuite, je vais procéder à une courte description du contexte historique qui m'apparaît tout de même essentiel à une meilleure compréhension de l'importance et de la singularité du Congrès de 1971 en regard des orientations futures de l'entraide missionnaire. Et enfin, je proposerai une petite interprétation assez générale des textes, des conférences et des ateliers qui ont fait l'objet d'un livre, quelques mois après la tenue de l'événement, et qui illustre que le changement de paradigme dans la pensée et l'action missionnaire est bien enclenché. Né en 1950, incorporé en 1958, l'entraide missionnaire
se préoccupe principalement d'offrir des services de formation et d'information en lien avec des enjeux missionnaires. C'est par le biais d'études et de conférences spécialisées, ainsi que par la publication du bulletin d'entraide missionnaire, que l'organisme entend remplir cet objectif. L'entraide missionnaire est au carrefour d'un réseau de services et d'échanges et de réflexions qui croît très rapidement. Dès 1954, sont organisés des cours de missiologie en collaboration avec l'Université de Montréal, si je ne me trompe pas. En 1958 est mis sur pied un centre d'études missionnaires qui deviendra indépendant de l'organisme en 1967 et qui s'appellera le Centre d'études et de coopération internationale, le CECI, qui existe toujours. Des rencontres et des retraites destinées aux missionnaires en congé sont organisées dès le début des années 60 et en 1966 naît l'Information missionnaire canadienne, l'IMICA, qui deviendra le service de propagande et d'animation missionnaire, le SPAM, je trouve ça très drôle, au début des années 1970. Le lieu principal des échanges demeure tout de même l'Assemblée générale annuelle des membres, à laquelle est adjointe des séances d'études qui représentent l'ancêtre des congrès. Répartis en comités, les membres assistent à des conférences et participent à des ateliers de travail sur des enjeux précis. C'est souvent lors de ces ateliers que prennent forme les résolutions qui façonnent les orientations de l'entraide missionnaire, ce qui illustre en partie l'horizontalité de sa structure organisationnelle. Il est à noter aussi que dès ses débuts et jusqu'à sa fermeture récente en 2018, l'entraide bénéficie d'une importante autonomie, n'étant redevable qu'aux instituts missionnaires qui en sont membres et non pas à l'évêché ou à toute autre hiérarchie, ce qui assure à l'organisme une certaine forme de liberté de pensée et d'action tout au long de son existence. À partir de 1968, on accorde une importance accrue au congrès annuel, alors qu'il sera complètement dissocié de l'Assemblée générale des membres. L'organisation s'échelonne désormais sur presque toute l'année et un thème est choisi autour duquel s'articulent les conférences et les ateliers. Les 3 premiers congrès se veulent des réponses aux interpellations du Concile Vatican II, notamment émises dans un décret ad gentes qui stipule que l'Église est par nature missionnaire. D'abord, ceux de 1968 et 1969 ont pour thème l'animation missionnaire. Au cœur de ces 2 congrès, on retrouve le souci de redonner du sens au message chrétien au sein de la société québécoise qui connaît, on le sait, un déclin massif de la pratique religieuse. Celui de 1970 est consacré aux églises locales et reçoit comme conférencier principal le Hollandais Monseigneur Joseph Blomjoes, un père blanc établi en Afrique, qui est évêque de Mwamza en Tanzanie, alors récemment retraité. Au début des années 1970, l'entraide missionnaire entame une période de restructuration alors qu'une équipe de permanents est embauchée, qu'on crée un poste de directeur exécutif et que la mission traditionnelle est ouvertement critiquée. L'entraide missionnaire entend également s'exprimer sur la place publique à propos d'enjeux politiques, comme l'illustre le dépôt d'un mémoire sur la politique extérieure du Canada envers l'Amérique latine, qui est déposé au bureau du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Mitchell Sharp, en janvier 1970. Ce mémoire se veut très critique de la politique d'aide au développement mise de l'avant par le Canada et d'autres pays dits développés, il offrait diverses recommandations au gouvernement canadien visant à offrir une réelle aide aux populations du tiers-monde et mettre fin autant que possible la logique, la structure de dépendance entre les pays du Nord et du Sud. Cette prise de position politique illustre d'abord la volonté de certains missionnaires de s'exprimer sur des enjeux sur lesquels ils étaient auparavant beaucoup plus réservés, mais surtout que leur représentation du monde et leur rapport à celui-ci se sont considérablement transformés au cours des années 1960. Étant donné qu'une pensée naît dans un contexte donné, il importe évidemment de dire quelques mots sur celui-ci avant de jeter un regard sur le congrès de l'entraide missionnaire de 1971 en lui-même. La période qui s'ouvre avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945 et qui se termine en 1975, 2 ans après le premier choc pétrolier, a été appelée les 30 Glorieuses. Pourtant, en jetant un regard rapide sur ces 3 décennies, on ne peut que constater qu'il s'agit plutôt d'une période de crise quasi permanente, du moins au plan sociopolitique. Si la contestation et la contre-culture marquent la plupart des mouvements nationaux, c'est la décolonisation et la guerre froide qui constituent la toile de fond géopolitique de la période. Ce n'est pas le lieu ici d'aborder chacun des épisodes, on y passerait bien entendu toute la journée, mais retenons pour les besoins de cette communication qu'en 1955 se tient la conférence de Bandung, au cours de laquelle l'expression tiers-monde est consacrée pour désigner la plupart des pays de l'hémisphère sud. En 1959, Fidel Castro s'empare du pouvoir à Cuba et instaure un régime farouchement opposé à la puissance impériale états-unienne. Et enfin, en 1961, naît le mouvement des non-alignés, constitué d'États dont la majorité ont récemment obtenu leur indépendance et qui, en raison de la crainte suscitée par les alliances militaires considérées avec raison comme dangereuses pour leur sécurité, maintiennent une indépendance relative face aux 2 géants que sont l'URSS et les États-Unis de l'époque. Ces événements illustrent que les pays de ce qu'on appelle alors le tiers-monde deviennent des acteurs incontournables en mesure d'influencer l'ordre international et les manières de se représenter le monde. Sur la scène sociopolitique québécoise, il est légitime de penser que la Révolution tranquille, avec son train de réforme et les divers mouvements sociaux qu'elle a engendrés, a eu un certain impact sur les missionnaires et sur le sens qu'ils donnent à leur engagement. Et je me permets ici une longue citation tirée de Au risque de la conversion de Catherine Foisy. Je cite
Dans une société québécoise qui se sécularise, un engagement religieux ne va plus de soi, rendant ce choix plus personnel. Ce peut aussi être une manière de défier, pour ceux qui entrent plus tard dans la décennie, la nouvelle norme socio-religieuse ou une façon de s'inscrire dans le renouveau socio-ecclésial. La nature de leurs engagements sociaux et religieux est différente car elle renvoie à la construction d'un monde qu'ils envisagent et souhaitent différent de celui dont ils sont issus. Fin de la citation. Cet extrait illustre de manière assez éloquente, à mon avis, les transformations en cours dans les milieux missionnaires québécois quant au rapport à la mission et son rapport au monde. C'est donc dans un contexte turbulent, un contexte de crise, pourrait-on dire, au plan sociopolitique, autant au plan sociopolitique que religieux, que s'ouvre le 14e congrès de l'entraide missionnaire en octobre 1971. Le congrès s'étire sur 3 jours, au cours desquels des conférenciers sont invités à exprimer des réflexions en lien avec le thème et des ateliers de travail sont organisés durant lesquels les participants échangent sur des sous-thèmes. En lien, bien entendu, avec le thème principal. Dans le cas du congrès qui nous intéresse, le thème retenu, comme je l'ai dit plus tôt, est l'utopie chrétienne libérer l'homme, un choix qui peut paraître audacieux en raison de sa lourde charge politique. Le mot « libération » à l'époque est alors souvent associé aux luttes d'indépendance nationale qui parfois flirtent avec la violence politique, comme dans le cas du Front de libération nationale en Algérie et ici le Front de libération du Québec, ou encore avec des mouvements sociaux adhérant à l'idéologie révolutionnaire. Par contre, il est manifeste que c'est une référence directe à la théologie de la libération, un courant théologique dont la paternité est généralement attribuée au prêtre et théologien péruvien Gustavo Gutiérrez, qui a été énoncé pour la première fois lors du tout premier, la conférence de Medellín en 1964, dans le cadre du tout premier congrès du Conseil épiscopal latino-américain, le CELAM, en 1968. Avant d'aborder les principales idées développées lors du congrès de l'entraide missionnaire, il m'apparaît pertinent de souligner quelques faits dont certains sont des premières occurrences à un congrès de l'entraide. D'abord, l'événement accueille environ 500 personnes, laïcs, prêtres, religieux, réunis pour une réflexion commune sur la libération, si on en croit le discours d'ouverture prononcé par le président de l'entraide. Ce nombre considérable de participants n'est pas inédit, alors que les archives de l'entraide font état d'affluence semblable lors des congrès antérieurs. Par contre, ce qui est une première, c'est la publication des textes, des conférences et la synthèse des ateliers en format livre. Auparavant, la pratique habituelle de publication de certaines conférences jugées plus marquantes était faite par le biais du bulletin de l'entraide missionnaire. Le choix de faire un livre qui est publié à 5000 exemplaires, ce qui est quand même assez considérable, indique l'importance que l'équipe de l'entraide missionnaire attribue à ce congrès. Il faut d'ailleurs attendre 1979 pour que les conférences des congrès reçoivent à nouveau un traitement similaire avec la création du dossier du congrès qui, lui, va accompagner l'événement annuel jusqu'à sa dernière édition en 2015. La grande innovation du 14e congrès de l'entraide réside dans le choix des 2 conférenciers invités à animer la rencontre annuelle. Il s'agit de Don Samuel Ruiz, évêque de San Cristóbal de las Casas, un diocèse situé dans la province du Chiapas, dans le sud du Mexique. Il est alors président du département des missions du CELAM et il est engagé dans l'apostolat auprès des Autochtones. Le 2e conférencier est le Colombien Edgar Beltran, alors secrétaire exécutif du CELAM en charge de l'application des documents de Medellín. Pour la première fois, ce sont des individus originaires du tiers-monde qui sont appelés à être les principaux conférenciers d'un congrès de l'entraide missionnaire. Ceci indique que les missionnaires, membres de l'entraide, entament clairement le dialogue avec les églises du Sud, qui sont surtout prêts à écouter, ce qui constitue alors l'avant-garde des mouvements de réflexion et d'action dans le monde, selon le président. Voilà l'expression manifeste et claire de la reconnaissance du rôle que jouent dorénavant les églises du Sud au sein de l'Église catholique, ce qui aurait été inimaginable à peine quelques années auparavant. Au total, ce sont 6 conférences qui sont réparties dans l'utopie chrétienne libérer l'homme, auquel s'ajoute un texte de présentation signé par le directeur de l'entraide missionnaire, Claude Saint-Laurent. Et le président Réal Corriveau, comme je l'ai mentionné plus tôt, lui assure le discours d'ouverture. Et en conclusion, on retrouve la synthèse des ateliers durant lesquels ont été abordés 6 sous-thèmes. Et les 6 sous-thèmes en question sont l'aide étrangère au développement, évangélisation et conscientisation, la libération à l'intérieur de l'Église, l'attitude des gouvernements et l'Église, éducation et domination et projet social et utopie. Il m'était possible, dans le cadre de cette communication, de m'attarder, bien entendu, à chacune des conférences ainsi qu'à chacun des ateliers, d'en faire une analyse hyper pointue. On manque un peu de temps dans le cadre d'un colloque. Tout comme tenter de faire une synthèse de l'ensemble des textes demeure un exercice relativement périlleux compte tenu de la richesse et de la profondeur de chacun d'entre eux. Mais bon, je m'essaye quand même un peu. De manière générale, l'ensemble des textes sont profondément critiques d'un système et des institutions qui le maintiennent en place. Il s'agit d'une critique d'un système économique dont le programme de développement a plutôt engendré la dépendance des pays auxquels l'aide est destinée, les rendant esclaves d'une civilisation de consommation, en plus de favoriser le développement du groupe oppresseur qui s'approprie les bénéfices du commerce et de l'aide au développement. Ainsi, le sous-développement des pays du tiers-monde est la conséquence du développement, selon Beltran.
En somme, la critique du système économique et de l'aide au développement est une critique de l'idéologie néocolonialiste, mise de l'avant autant par un capitalisme dominateur que par un socialisme dépersonnalisant, qui empêche l'homme de se développer intégralement. Ceci constitue un péché, d'ailleurs, selon les tenants de la théologie de la libération. Et que fait l'Église en face de ces situations de domination? Bien trop souvent, elle se fait solidaire de l'oppression, soit par son silence, par sa tendance à oublier les valeurs culturelles des milieux à évangéliser, ou encore en étant impliquée dans des institutions qui contiennent un système oppresseur. La critique se tourne donc également vers l'Église et sa hiérarchie centralisatrice, qui ne se préoccupe peu ou pas des réalités culturelles et sociales auxquelles les missionnaires sont confrontés. Les participants au congrès, les conférenciers, bien que très critiques, sont aussi, bien entendu, de bonne foi et proposent des solutions visant à réaliser la dite libération de l'homme. D'abord, certains préconisent un retour à la pureté initiale de l'Église, à sa nature communautaire, afin qu'elle s'incarne à nouveau dans le monde et dans l'histoire. S'incarner dans l'histoire, pour les participants, ça veut dire tenir compte de l'expérience tenir compte que l'expérience de la foi repose notamment sur le fait que le Christ s'est fait homme et a réalisé la première révolution, c'est revaloriser la matérialité de l'homme comme outil de sa propre libération et non mettre l'accent sur sa seule dimension spirituelle. Quant à l'évangélisation qui est au cœur de l'expérience de la foi elle-même, le moteur de l'engagement missionnaire, il est affirmé qu'évangéliser, c'est se demander ce qu'aurait fait le Christ devant les situations d'oppression. C'est transposer l'esprit du Christ dans le contexte social, historique et géographique qui conditionne l'homme moderne et non enseigner une doctrine officielle désincarnée. En résumé, le congrès de 1971 se tient dans un contexte sociopolitique et religieux en proie à d'importants changements. Si la libération de la parole permise par le Concile Vatican II a contribué à ouvrir les vannes d'une contestation de l'institution ecclésiale par ses membres, il est légitime de penser que les mouvements sociaux et politiques des années 1960 ont grandement influencé la perception que les missionnaires se font de leur engagement. Le Congrès de l'entraîne missionnaire, en tant que lieu de rassemblement et de prise de parole auquel participent généralement près de 500 personnes, constitue un événement majeur pour les instituts missionnaires qui sont membres de l'organisation. Il s'agit d'un important moment d'échange et de réflexion duquel découlent bien souvent des actions concrètes mises en œuvre par les missionnaires sur le terrain, autant localement que dans les pays missionnés. Ainsi, le Congrès de 1971 indique que la pensée et l'action des missionnaires traditionnels dont la remise en question remonte au début des années 60 est définitivement sur la voie d'un changement de paradigme favorisant une plus grande justice sociale et autorisant la critique des institutions, tant ecclésiales que civiles. En somme, en réponse aux changements et aux diverses crises sociopolitiques et religieuses, l'entraîne missionnaire propose audacieusement de politiser son action. Dans son essai pour la conversion de la pensée chrétienne, Fernand Dumont affirmait qu'avec l'arrivée de la modernité au 18e siècle, un écart s'était creusé dans le discours officiel de l'Église et l'expérience de la foi vécue par les croyants. En conclusion de cet essai, publié en 1964, donc en pleine effervescence conciliaire, il disait souhaiter la réconciliation des structures officielles et des solidarités humaines. À la lumière du 14e congrès de l'entraîne missionnaire, il faut admettre que l'intellectuel qui était Fernand Dumont avait visé juste dans son analyse de ce qu'il appelait la crise religieuse séculaire et que son point de vue était largement partagé par un grand nombre de missionnaires qui, en tant que gens d'action émus par leur expérience de foi, ne se reconnaissaient plus dans le discours officiel de l'Église au tournant des années 1970. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Étienne, pour cette communication très disciplinée, 16 minutes en fait, ce qui laisse du temps en masse pour les deux autres. C'est cool. Alors, si on se fie à l'ordre qui est présenté dans le programme, le prochain intervenant sera Frédéric Côté-Garand. Frédéric qui est candidat à la maîtrise en histoire ici à l'UQAM, et j'ai appris tantôt que Frédéric a déposé son mémoire de maîtrise ce matin même. Oui. Alors, bravo. Il nous présentera quelques-uns de ses résultats de recherche dans le cadre d'une communication qui s'intitule « La modernisation de la police de Saint-Hyacinthe, institution, fonction policière et policier, 1850-1920 ». Frédéric. Bonjour à tous, je suis très content d'être ici aujourd'hui avec vous. Merci à l'organisation, merci à vous d'être présents. Aujourd'hui, je vais vous présenter un résumé de mon mémoire de maîtrise, un petit résumé de mon mémoire de maîtrise, qui s'intitule, comme on vient de le dire, « La modernisation de la police de Saint-Hyacinthe, institution, fonction policière, policier, de 1850 à 1920 ». Évidemment, ce sujet-là m'a été inspiré beaucoup par l'historiographie. Donc, pour aller vraiment à l'essentiel de l'historiographie, les premiers écrits sur l'histoire de la police étaient faits par des policiers et des journalistes. Et c'était beaucoup apologétique.
Ça vantait les grands personnages de l'époque qu'il y avait. Et sinon, ça vantait beaucoup tout ce que la police faisait au 19e siècle. Vers 1970, les historiens ont commencé à écrire sur l'histoire de la police. Et ces écrits-là étaient vraiment souvent à l'opposé d'une histoire apologétique. En fait, les historiens disaient que la police était un outil au service du capitalisme, un outil de contrôle social qui servait à inculquer des valeurs à la population ouvrière. Encore une fois, c'est vraiment grosso modo, là, je résume. Vers 1980, les historiens ont nuancé les deux derniers courants historiques que je viens de présenter. Par exemple, au Canada, on a John C. Weaver et Greg Markey qui ont indiqué que c'était pas possible que les policiers exercent un contrôle social aussi rigoureux que les historiens le disaient dans les années 1970 parce que les policiers n'étaient pas assez spécialisés, ils effectuaient trop de tâches et qui n'étaient pas assez professionnels. Plus dernièrement, il y a des historiens qui reviennent à la charge avec des aspects de contrôle social. Par exemple, il y a Michael Boudreau qui a étudié la police de Halifax, qui lui dit que la police participe à un système, à une machine de criminels qui inculque des valeurs aux classes populaires. Mon mémoire de maîtrise se situe un peu en continuité avec John C. Weaver, Greg Markey, mais que j'intègre aussi des aspects de contrôle social, comme Michael Boudreau l'a fait. Deux autres aspects ressortent de l'historiographie. Au Québec, aucune étude de la police n'a été faite en région. Seulement Montréal et Québec ont été étudiés académiquement. Donc, on a décidé de choisir une ville en région, et plus précisément celle de Saint-Hyacinthe. Pourquoi Saint-Hyacinthe? Parce qu'on savait qu'il y avait des sources là-bas, de un, et que c'était une ville importante à l'époque. Troisième aspect qui ressort de l'historiographie, il y a un débat historiographique qui n'est pas encore terminé sur la modernisation des institutions policières, judiciaires, pénales au Québec. Les historiens ne s'entendent pas sur l'importance qu'on accorde à certains changements. Par exemple, Donald Faison, lui, va dire qu'il y a des changements très importants qui sont passés entre 1830 et 1840. Martin Dufresne, lui, va plutôt dire que les changements importants se situent entre 1840 et 1850. Jean-Marie Fecteau a participé au débat historiographique sans nécessairement avoir écrit une histoire de la police. Lui, il dit que les institutions judiciaires et policières ont beaucoup changé et qu'ils n'ont rien à voir avec la police du début du siècle. Rendu à la fin du 19e siècle, la police et les institutions judiciaires encadrent beaucoup plus systématiquement et rigoureusement les tensions sociales. Donc, vous aurez compris que le but de mon mémoire, c'est de comparer Saint-Hyacinthe, qui est une ville régionale, avec Montréal et Québec et d'autres villes, et aussi de participer à ce débat historiographique-là avec un nouvel espace géographique, qui est Saint-Hyacinthe. Les sources que j'ai utilisées, très rapidement, ce sont les procès-verbaux de la municipalité de Saint-Hyacinthe de 1850 à 1920. J'utilise surtout les documents afférents, donc tous les autres documents qui ont rapport aux procès-verbaux, que ce soit les discussions entre les chefs de police et le conseil municipal, donc la correspondance, et d'autres choses, des contrats, plein de choses, qui ont rapport au conseil municipal. Le premier chapitre, c'est sur l'institution. En fait, le deuxième chapitre, c'est sur l'institution. La police de Saint-Hyacinthe a été créée un an après l'incorporation municipale de Saint-Hyacinthe, donc en 1850, après un événement perturbateur. Il y a des citoyens qui n'étaient pas contents, ont été sur une propriété, l'ont saccagée. Les juges de paix, qui étaient les anciens dirigeants de la police, grosso modo, ont demandé aux conseillers municipaux de prendre en force leur pouvoir d'implanter une nouvelle police municipale. Ça a été fait. Ils ont engagé 5 constables qui devaient seulement travailler le samedi, le jour du marché, et sinon sur demande. Donc, en 1850, il n'y a pas une police permanente dans la ville de Saint-Hyacinthe, mais quand même, c'est devenu une police municipale. Pire que ça, en 1855, il n'y a seulement qu'un chef de police et 2 policiers qui travaillent. Donc, on a moins de policiers. Un des policiers reste dans sa maison, qui sert de station de police. Le chef de police, lui, est un peu plus sur le terrain. L'autre, encore une fois, travaille seulement le samedi et sur demande. Donc, on n'a pas vraiment une police permanente à cette époque-là du tout. Il faut attendre à 1861 pour avoir la construction d'une première station de police qu'on peut dire véritable. Il faut attendre à 1869 pour avoir l'adoption d'un uniforme qui ressemble à celle de Montréal et de Québec. Donc, ça prend du temps avant que le développement de l'institution se fasse. Il
faut surtout attendre dans les 2 dernières décennies du 19e siècle pour qu'on parle d'une police réformée. En 1887 et en 1888, le conseil municipal et plus particulièrement le comité de police sont vraiment impliqués. Ils rédigent 2 documents sur les devoirs et les occupations des policiers. En 1887, ils achètent aussi une pompe Shelby, qui est une pompe à vapeur pour éteindre les feux. Ils engagent d'autres policiers, donc au total, on est rendu 5. On revient un peu à 1850 au début. En 1888, ils engagent 2 autres policiers. Un qui crée aussi une nouvelle position qui est celle de sous-chef de police. C'est une belle chose pour le corps de police parce que maintenant, le chef de police peut diriger ses troupes. Avant, il était sur le terrain, il allait à la gare à l'arrivée des trains. Il regardait, inspectait les rues de la municipalité pour voir s'il y avait des nuisances, des choses qui traînaient sur le trottoir. Là, c'est rendu le sous-chef qui fait ça. Donc là, on a vraiment une hiérarchie qu'on pourrait dire qui fonctionne. Le chef de police peut diriger ses troupes, peut être à la station de police, recevoir les alertes, recevoir les directives du conseil municipal et envoyer les policiers sur le terrain aux bons endroits. Le document aussi de 1888 comporte un code de conduite. Donc là, on rationalise un peu les fonctions policières. Aussi, il y a un système de patrouille qui est implanté à ce moment-là. Avant, il n'y avait pas assez de policiers pour pouvoir patrouiller la nuit et le jour. Là, maintenant, les policiers patrouillent aussi la nuit. Donc vraiment, ça commence à être une police qu'on pourrait dire réformée. Donc, et de plus, le chef de police, vers la fin du 19e siècle, commence à avoir de plus en plus de pouvoir. Par exemple, en 1903, le chef de police demande au conseil municipal d'acheter une voiture de police. Le conseil municipal accepte et achète la voiture de police. Donc, le chef de police n'est plus qu'un simple constable. Il commence à gérer son corps de police. Mais le conseil municipal reste encore maître des destitutions, des engagements, du budget, évidemment. Donc, tous les achats doivent passer par le conseil municipal et des enquêtes sur la police. Donc, vers la fin du 19e siècle, on peut dire que cette police-là est réformée, surtout si on se réfère aux critères que Eric Makonnen, qui est un historien de la police reconnu aux États-Unis, les 4 critères que lui il a établis pour les nouvelles polices aux États-Unis sont que la police soit maintenant sous la branche exécutive, la municipalité, plutôt que les juges de paix, que la police soit hiérarchisée, un bon fonctionnement hiérarchisé, que la police ait un système de patrouille et que la police soit visible et accessible. Contrairement aux mouches en France, d'une police secrète, la police de Saint-Hyacinthe, avec son uniforme, avec sa station de police visible, ça fait que les citoyens peuvent aller les voir, les interpeller, aller à la station de police pour se plaindre. Donc vraiment, de ce point de vue-là, on peut voir qu'il y a une modernisation institutionnelle à la fin du 19e siècle, après l'industrialisation et pendant l'industrialisation. C'est 30 années plus tard que Montréal et Québec. En 1848, Montréal et Québec avaient déjà ces 4 critères-là qu'on pourrait dire de police réformée. Pour les fonctions policières, que faisaient ces policiers-là? Cette police réformée, qu'est-ce qu'elle faisait? Est-ce qu'elle était spécialisée? Non, la police de Saint-Hyacinthe n'était pas vraiment spécialisée. En fait, comme la police de Montréal, d'Hamilton et plusieurs autres polices à l'époque, elles effectuaient énormément de fonctions policières. 4 grands types de fonctions policières. Le premier type, c'est la répression de l'ivresse, la répression des désordres, la répression de la violence, des vols, de la prostitution, les maisons de désordre, et le vagabondage. Donc, on voit vraiment que les policiers réprimaient beaucoup les personnes dites déviantes. Prostitution, vagabondage, les personnes qui traînent dans les rues, dans les propriétés privées. La loi sur le vagabondage est très, très large. Là. Ça regroupe même aussi la prostitution. Et les désordres, c'est un peu le même principe. C'est très, très large. Quelqu'un qui dérange, quelqu'un qui ne respecte pas la paix peut être arrêté par la police. L'arrestation la plus nombreuse, c'est l'ivresse. En fait, c'est 68% des arrestations entre 1880 et 1920. Donc, c'est vraiment beaucoup l'ivresse. Et l'ivresse, c'était un comportement qui était souvent attribué à la classe populaire, la classe ouvrière à l'époque. Donc, on pourrait dire qu'une des tâches des policiers, c'était beaucoup de réprimer ces populations-là. Le deuxième type de tâche, c'est les protections. Les protections, c'était de donner un gîte aux populations démunies. Ça a l'air beau comme ça, mais quand on regarde le document sur les devoirs et les obligations des policiers, c'est un peu moins beau. Ça semble plus un passage obligé. Le devoir des policiers, pendant qu'ils patrouillaient la nuit, c'était d'identifier les personnes démunies, les tramps, qu'ils disaient, donc les vagabonds, les clochards,
et d'identifier aussi les étrangers mystérieux, de leur demander de venir à la station de police ou de quitter la ville. Donc, ça semble vraiment un passage obligé plutôt qu'une offre bienveillante pour cette population-là. On peut voir aussi qu'en même temps que le but, c'est un peu de vider les rues de ces personnes-là pour empêcher la propagation du vice. C'est un côté hygiéniste que Martin Dufresne a beaucoup mis de l'avant dans sa thèse de doctorat et que je vois beaucoup aussi à Saint-Hyacinthe. Le troisième type de fonction, c'est de s'assurer de l'application de toutes sortes de règlements. Des règlements de prévention comme la prévention de l'hygiène, la prévention des feux, sinon l'organisation de l'espace. Donc, on pense tout de suite aux arrestations pour excès de vitesse, là. Mais les policiers ne faisaient pas juste ça. Ils ordonnaient l'espace. Ils s'assuraient que les trottoirs étaient vides de matériaux de construction. Ils s'assuraient que les voitures, surtout vers la fin de la période, s'assuraient que les voitures étaient stationnées du bon côté, que les enfants ne jouaient pas dans la rue, qu'ils ne glissaient pas dans la rue avec leurs traîneaux, qu'ils n'allaient pas à la salle de vue, parce que des fois, il y avait des films qu'il ne fallait pas qu'ils voient. Donc, l'encadrement par les règlements est de plus en plus important d'après les rapports annuels que j'ai analysés vers la fin de la période. Le dernier grand type de tâches que les policiers faisaient, c'était des services publics. À partir de 1888, c'est clairement établi que les policiers étaient pompiers, probablement qu'ils l'étaient aussi avant. Contrairement à Montréal, les policiers n'étaient pas pompiers. À Saint-Hyacinthe, ils l'étaient. Les policiers, à partir de 1903, avec l'achat de la voiture de police, ils offraient aussi un service d'ambulance. Ils offraient aussi un service de morgue vers la fin de la période. Donc vraiment, et aussi, ils désinfectaient les maisons à partir de 1906 et des centaines de maisons entre 1906 et 1920 pour empêcher la propagation des maladies. Donc, on voit vraiment qu'à l'inverse d'une spécialisation, les policiers effectuaient de plus en plus de services. Donc, à l'image de John C. Weaver et de Craig Markey, on pourrait dire que la police n'était pas assez spécialisée pour bien exercer l'ensemble de leurs tâches et pour bien contrôler la population. Cependant, moi, je mets un bémol à ça. La majorité de ces fonctions policières-là sont reliées à la répression de l'ivresse et de la population ouvrière et des populations dites déviantes. Et la majorité de ces fonctions-là aussi ont rapport à l'encadrement de la population par divers règlements de plus en plus nombreux. Donc, un peu à l'image de Jean-Marie Fecteau qui disait que la police de la fin de la période encadrait beaucoup plus rigoureusement et systématiquement la population, je suis un peu d'accord avec lui que ça n'a rien à voir avec la police du début, en 1850, où que les policiers étaient au marché pour surveiller comment que les choses se passent. Donc, le troisième élément, c'est ces policiers-là ne sont pas spécialisés, mais est-ce qu'ils sont professionnels? Est-ce qu'ils font bien leur travail? Est-ce qu'ils ont des connaissances? Pas plus ou moins. Plus ou moins, quand on regarde ce que les policiers mettaient de l'avant, ou plutôt les candidats pour être policiers mettaient de l'avant, on voit que les policiers se disaient moralement irréprochables, sobres, disciplinés, travaillants. Ils mettaient de l'avant ces qualités-là. Mais ils ne mettaient de l'avant aucune vraiment compétence spécialisée. Ils disaient leur poids, ils disaient leur grandeur, surtout vers la fin du 19e siècle. Environ 180 livres, 5 pieds 11, ça ressemblait environ à ça les mesures. Donc, pas des personnes géantes, mais pas des petites personnes non plus. C'était physique leur travail. Ils savaient lire et écrire parce qu'ils rédigeaient souvent des rapports, donc c'est quand même logique. Mais au-delà de ça, ils ne montraient aucune connaissance spécialisée. Le chef de police, par contre, lui, avait de l'expérience quand il était engagé. Donc, ce n'est pas nécessairement parce que c'était l'ami du conseil municipal qui était engagé. On voit que la majorité des chefs de police avaient 10 ans d'expérience avant de devenir chef de police. Et c'est surtout sur le terrain que les policiers, à cette époque-là, dans les différents ouvrages qu'on voit, apprenaient leur travail. Donc, et les policiers avaient en moyenne 10 ans de carrière. Donc, quand même, c'est pas pire, 10 ans de carrière pour apprendre le métier. Mais au-delà de ça, si on compare avec Montréal et si on compare avec Paris, le savoir-faire était peu spécialisé. À Montréal, il y avait un manuel de police et il y avait aussi un instructeur de drill, ce que je n'ai pas trouvé à Saint-Hyacinthe dans les sources. À Paris, il y avait même un système de mesure. Le bras, on mesurait différentes parties du corps. Ça s'appelle le système de bertillonnage. Et c'était quelque chose qui était vraiment appliqué. Et c'est l'ancêtre de l'empreinte digitale. À Saint-Hyacinthe, je n'ai pas trouvé ces éléments-là. Peut-être qu'avec d'autres sources, on pourrait trouver ces éléments-là, mais dans ceux que j'ai consultés, on n'en trouve pas. Pour ce qui est de la discipline des policiers, encore une fois, ils n'étaient pas très disciplinés. Mais les sources ne sont pas assez nombreuses pour dire
exactement comment que les policiers étaient disciplinés ou pas. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu plusieurs plaintes de chefs de police comme quoi que les policiers étaient ivres sur le travail. Et sinon, ils ne sont pas moralement irréprochables. Et aussi, en 1906, un élément vraiment important, il y a une enquête sur un des policiers. Et le policier sénécal qui, lui, se fait demander dans l'enquête si son ami constable, effectivement, ne faisait pas ses patrouilles la nuit. Il dit que oui, son ami ne fait pas les patrouilles la nuit, mais que lui non plus, il ne les fait pas tout le temps, et que l'autre constable ne les fait pas tout le temps. Donc, les 3 constables qui faisaient les patrouilles la nuit ne font pas tout le temps les patrouilles la nuit. Donc, de ces bribes d'informations-là, on voit que non, cette police-là n'était pas irréprochable, à l'image d'Hamilton et de Montréal. Et sinon, pour la brutalité policière, donc les plaintes que les citoyens ont faites, encore une fois, c'est des bribes d'informations, parce que c'est le chef de police qui recevait ces plaintes-là souvent. Et lui, il n'avait pas vraiment intérêt de le faire passer au conseil municipal parce que c'est lui qui devait discipliner les policiers. Donc, de ce point de vue-là, c'est normal qu'on n'ait pas beaucoup de plaintes. Et un autre exemple, pourquoi que je dis qu'on n'a pas beaucoup de plaintes par rapport à la réalité, c'est que 7 des 8 plaintes pour brutalité policière qu'on a trouvées proviennent de la haute hiérarchie sociale. On parle de politiciens, d'instituteurs. Pourtant, comme je l'ai présenté tantôt, la population qui était beaucoup ciblée par la répression policière, c'était les classes au bas de la hiérarchie sociale. Donc, ça montre un peu que c'est pas les sources ne montrent pas la totalité de la réalité, mais même avec ces sources-là, on peut dire que la police n'était pas impeccable, n'était pas nécessairement disciplinée. Et ça ressemble beaucoup à ce que les autres études ont montré. À Hamilton, Montréal et Québec. Donc, pour conclure, on peut dire que la police de Saint-Hyacinthe, son institution, s'est beaucoup modernisée pendant et après son industrialisation autour de 1880. Et on peut aussi dire que la police s'est modernisée dans ses fonctions policières pendant 1880-1920 et même un peu avant. Si on voit que cette police-là a beaucoup encadré, réprimé la population d'une manière beaucoup plus rigoureuse et systématique au début de la période, hein, rappelez-vous, là, ils étaient seulement au marché là, en 1850. À la fin, il y a un système de patrouille et de nombreuses arrestations. Donc, il y a eu des fonctions d'encadrement plus élevées. À l'image que Jean-Marie Fecteau l'imaginait sans nécessairement l'avoir étudié. Mais par contre, il ne faut pas exagérer non plus leur efficacité. Ils n'étaient pas vraiment spécialisés ni professionnels. Alors, dernière comparaison que je pourrais dire, que j'ai oublié de mentionner, à Montréal, il y avait aussi des groupes spécialisés, comme par exemple le groupe de détectives, le bureau de détectives, puis sinon l'escouade de la moralité. Donc, il y a des groupes spécialisés à Montréal qui font des trucs spécialisés. À Saint-Hyacinthe, ils font tout. C'est des hommes à tout faire. Des hommes à tout faire qui sont pompiers, qui font tout, et aucun groupe spécialisé. À la fin, ils étaient seulement 10 policiers, donc on parle quand même d'une petite police. Merci. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, on revient à la deuxième moitié du 20e siècle avec une communication de la part de Félix Leblanc-Savoie. Félix est candidat à la maîtrise à l'Université Laval. Alors, merci d'être venu à Montréal pour ce colloque. À Laval, il est en train de rédiger un mémoire de maîtrise sous la supervision de Martin Paquet. Et ce mémoire s'intitule « Les partis politiques canadiens et la dernière décennie de la guerre froide, 1979 à 1989, changement et continuité ». Félix. Bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence. Je suis très heureux de pouvoir exposer ici ce matin une partie de mes recherches, en fait une partie de mon mémoire qui est malheureusement pas exactement le titre que j'ai, non? Ça, en fait, c'est ce que je présente, c'est une partie de mes recherches. En fait, mon mémoire porte sur la perspective des parlementaires canadiens sur la fin de la guerre froide et la chute de l'Union soviétique. Bon, là, on est davantage 89, 90, 91, mais ce que je vous présente ce matin, c'est... Voilà. Donc, ce matin, c'est un peu... c'est une partie de mon premier chapitre. Dans le fond, le contexte sur lequel je me suis basé pour comprendre l'essentiel de mes recherches pour mon mémoire. Donc, pour ce matin, je vous propose la structure suivante. Donc, une présentation de la place du Canada
au cours de la guerre froide, puis un petit résumé des événements de la décennie que j'ai mentionné dans le titre de ma présentation, les interventions des parlementaires et des partis politiques sous le dernier mandat de Pierre Elliott Trudeau, et enfin celle sous le premier mandat de Brian Mulroney. Donc, on se lance. Donc, au cours de la guerre froide, c'est pas un secret, le Canada n'est pas comme ses voisins américains ou soviétiques, une grande puissance. Il s'agit d'une puissance moyenne qui est ancrée dans le camp occidental, qui est dirigé par les États-Unis. Le Canada est aussi un membre fondateur de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, qui a été fondée en 1949. Depuis ce temps-là, une partie de ses troupes est basée en Europe dans le cadre de l'OTAN. Le Canada fait aussi partie d'un organisme qui s'appelle le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, le NORAD, qui a été créé en 1957, qui est dédié à la surveillance de l'espace aérien nord-américain contre toute incursion soviétique, bombardiers, missiles, etc. Et au sein de la classe politique canadienne, il y a un consensus qui existe sur les fondements de la politique extérieure du pays. Préservation de la paix, souci de justice sociale, poursuite d'une prospérité commune, promotion de la démocratie, de l'état de droit, respect des droits de la personne, promotion de l'économie de marché également, et l'existence de l'Union soviétique comme principal enjeu de défense. Cependant, dans un contexte au potentiel explosif comme il est bien sûr celui de la guerre froide, il se donne également comme objectif le renforcement de la stabilité du système international, le contrôle des armements et l'idée de placer le Canada comme étant un médiateur, un conciliateur ou un catalyseur au sein du bloc occidental ou entre les deux blocs. Étant donné les ressources limitées dont dispose le gouvernement canadien, il mise beaucoup sur les institutions multilatérales. Par ces institutions, ils peuvent entrer en contact et essayer d'influencer les pays qui comptent sur la scène internationale. Je vous donne 3 exemples. L'ONU, là on touche vraiment les pays du monde entier. L'OTAN pour les pays du bloc de l'Ouest. Et la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la CSCE, qui a été mise en place à Helsinki en 1975, où se côtoient les pays des 2 blocs, dont le Canada et l'Union soviétique. Les 2 pays, c'est pas la première fois qu'ils se rencontrent à ce forum-là. En fait, les 2 pays entretiennent des contacts réguliers depuis les années 50. Et en 1979, on peut compter 2 visites officielles faites par des figures importantes canadiennes. La première, c'est en 1955, avec Lester B. Pearson, alors qu'il est ministre des Affaires étrangères du Canada. Il sera en voyage officiel en URSS et au passage, il signe un très important accord de vente de blé canadien qui va toujours être renouvelé jusqu'à la chute de l'Union soviétique. Et en 1971, c'est Pierre Elliott Trudeau qui sera en URSS, mais cette fois-ci à titre de premier ministre du Canada, qui est une première. Et cette visite s'inscrit dans une stratégie de, je cite, diversification de la politique étrangère, qui inclut aussi un rapprochement avec la communauté économique européenne et le Japon, et la reconnaissance de la République populaire de Chine. Donc, vous pouvez voir qu'en face de la grande politique Est-Ouest, on a une autre politique en parallèle, une politique bilatérale par laquelle le Canada peut faire valoir du moins une partie de ses intérêts au cours de la décennie 1979-1989. Donc, vous pouvez voir avec la carte vraiment ce qu'on peut appeler la logique des blocs. Pour ce qui est de la période 79-89, on peut la séparer en 2 périodes, 1979-84 et 1985-89. Donc, la première est marquée par une série d'événements qui provoquent une montée des tensions entre les blocs. D'abord, invasion de l'Afghanistan en 1979. L'élection de Ronald Reagan à la présidence des États-Unis en novembre 80. Un candidat qui avait une rhétorique anticommuniste très affirmée. L'instauration de l'état de guerre en Pologne en décembre 81 pour contrer les actions du syndicat polonais indépendant Solidarité. Et comme vous pouvez le voir sur la diapo, la destruction d'un vol civil, la Korean Airlines, par l'aviation soviétique, dont certains passagers, 7 ou 8 si ma mémoire est exacte,
sont des citoyens canadiens. Et la dernière crise de la période, c'est ce qu'on appelle la crise des euromissiles, qui a été provoquée par le déploiement par les Soviétiques d'un missile nucléaire à moyenne portée de type SS-20. Et en réponse, et après de très longues discussions, les pays de l'OTAN ont autorisé, si on veut, les États-Unis à déployer leurs propres missiles, vu l'échec des négociations pour retirer les SS-20 du théâtre européen. On pourrait croire que ça part très mal, mais à partir de 1985, on a une phase nouvelle qui commence avec l'arrivée de Mikhail Gorbatchev au pouvoir en URSS, avec ses projets de réforme, les deux plus célèbres, la perestroïka et la glasnost, mais aussi ce qu'on peut appeler sa nouvelle pensée en matière de relations Est-Ouest. Et c'est à la faveur de cette nouvelle pensée que se produit une nouvelle phase de détente et un réchauffement des relations américano-soviétiques qui a été symbolisé par la signature du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire qui met fin à la crise des euromissiles. D'ailleurs, la photo, c'est au moment de la signature du traité à Washington. Et il faut préciser que la nouvelle pensée du dirigeant soviétique a provoqué un dommage collatéral, entre guillemets, de premier plan. C'est un peu ce qui a alimenté la contestation dans les pays de l'Europe de l'Est et dont l'apogée va être la chute du mur de Berlin. Vous pouvez remarquer aussi que si on le prend d'une perspective strictement canadienne, les deux périodes que j'ai identifiées correspondent à peu de choses près au dernier mandat du libéral Pierre-Éliott Trudeau et au premier mandat du progressiste conservateur Brian Mulroney à titre de premier ministre. Donc, quand éclate la crise afghane en décembre 1979, c'est le progressiste conservateur Joe Clark qui est premier ministre, mais son gouvernement minoritaire est rapidement renversé et Pierre-Éliott Trudeau redevient premier ministre en février 1980. C'est donc lui qui doit faire face à toutes les crises que j'ai mentionnées. Donc, son objectif, c'est, dans la mesure du possible, éviter une escalade qui pourrait aboutir à un conflit ouvert, voire un conflit nucléaire. C'est pourquoi les sanctions que son gouvernement adopte sont des sanctions tout de même limitées, voire symboliques, dans la mesure où il ne veut pas jeter de l'huile sur le feu. Il faut tout de même préciser que pour la crise afghane, il va appliquer les mesures arrêté par le gouvernement Clark, plafonnement des exportations de blé et boycott des Jeux olympiques, mais il ne prendra pas d'autres décisions par la suite. Par contre, au cours de ces crises, il y a certaines déclarations du premier ministre qui vont en laisser plusieurs songeurs, notamment dans l'opposition. Je vous en ai mis justement deux exemples sur la diapositive. La première a rapport avec la Pologne et la seconde avec la destruction du vol de la Korean Airlines. Et autre méthode pour éviter une escalade, il va chercher à maintenir les échanges commerciaux avec l'Union soviétique et même à essayer d'explorer d'autres voies de coopération, essentiellement de la coopération scientifique, technique, et ça toujours dans la perspective d'un apaisement des tensions Est-Ouest. Il va aussi essayer de relancer les pourparlers sur le désarmement en essayant de remettre de l'avant sa stratégie qu'il avait appelée la stratégie de l'asphyxie, qu'il avait développée en 1978 lors d'un discours devant l'ONU. Et en poursuivant ce qu'il appelait son initiative de paix en 1983, juste après la destruction du vol KL-007, dont vous pouvez voir les principaux points. Par contre, dans ses propositions de contour des désarmement, il faut mettre un gros bémol, parce que suite à des demandes américaines et suite à un débat extrêmement houleux au sein du cabinet, il va devoir annoncer que le Canada autorise les États-Unis à procéder à l'essai de missiles de croisière en territoire canadien, et c'est un point qui revient souvent dans les débats au cours de la décennie 1980. Donc, vous avez l'approche libérale de Trudeau, et en face, vous avez celle des progressistes conservateurs de Joe Clark,
puis de Brian Mulroney, qui, eux, adoptent la ligne dure face à l'Union soviétique. Leurs mots d'ordre sont les suivants, que je résume de la façon suivante. La solidarité entre pays de l'OTAN doit être entière et l'Union soviétique doit faire l'objet d'une vigilance sans faille. Donc, lors des différentes crises, ce sont eux qui réclament les sanctions les plus sévères. Et pour la crise afghane, ils talonnent au plus près le gouvernement libéral pour qu'ils appliquent entièrement celles décidées sous le gouvernement Clark. Ils sont également très critiques du maintien des échanges commerciaux avec l'Union soviétique, à l'exception des exportations de blé qui ont déjà été décidées. Et face à ce que certains d'entre eux considèrent comme une nouvelle vague d'expansionnisme soviétique, j'ai mentionné l'Afghanistan, mais on pourrait mentionner aussi plusieurs pays africains, dont l'Angola et le Mozambique. Les progressistes conservateurs plaident pour un renforcement des capacités de défense et de sécurité du pays, puisqu'il en va de la sécurité du Canada et solidarité oblige de celle de l'OTAN. Ils dénoncent dans la foulée la négligence réelle ou perçue des libéraux envers les forces armées canadiennes et les incursions des Soviétiques. On peut ranger là-dedans des incursions aériennes, des affaires d'espionnage. Et il y a même certains conservateurs qui vont plus loin et qui suggèrent que la mollesse de Pierre Elliott Trudeau envers l'URSS, couplée aux déclarations dont je vous en ai présenté quelques-unes, s'explique par le fait que les vraies amitiés du premier ministre seraient en fait de l'autre côté du rideau de fer. Les conservateurs ne négligent pas le terrain du contrôle des armements, contribution un peu contrastée, puisqu'ils ne s'opposent pas à l'initiative de paix de Pierre Elliott Trudeau. Toute initiative propre à encourager un contrôle des armements est la bienvenue. Par contre, ce qu'ils souhaitent, c'est une réduction des armements équilibrée, progressive, vérifiable, qui est l'émanation d'un consensus entre les partis politiques, qui respecte le principe de solidarité entre pays membres de l'OTAN. Et en compensation, il faut que cette réduction soit compensée par un renforcement de la dissuasion qu'ils appellent non nucléaire. Enfin, les conservateurs approuvent les essais de missiles de croisière parce qu'ils y voient la contribution du Canada à la défense commune de l'OTAN. Il ne faut pas oublier la troisième force en présence, qui est le nouveau Parti démocratique, qui est dirigé à l'époque par Ed Broadbent. Bien que le parti se considère comme socialiste, il se déclare de sa fondation comme un parti qui adhère aux valeurs démocratiques et qui est opposé au totalitarisme en tout genre. Par contre, c'est un acteur critique du consensus qui existe sur la place qu'occupe le Canada dans le système de la guerre froide, de l'utilisation de la force comme moyen de résolution des disputes, de la logique des blocs et de l'influence américaine sur la politique étrangère canadienne. Donc, la ligne qu'ils adoptent reflète cette philosophie. Tout comme les libéraux et les progressistes conservateurs, ils dénoncent toutes les crises provoquées par les Soviétiques, l'entrée des troupes en Afghanistan, l'état de guerre en Pologne, et c'est même eux qui, c'est par une motion parlementaire déposée par Ed Broadbent que tous les partis vont condamner la destruction du KL 007. Par contre, ils s'opposent souvent à l'application des sanctions et ce sont des oppositions qui sont justifiées. Deux exemples. Lors de la crise afghane, ils sont contre un boycott des Jeux olympiques car ils doutent de l'efficacité et ils répugnent à utiliser les livraisons de blé comme, je cite, une arme politique. Et lors de la crise polonaise, ils considèrent que l'adoption des sanctions équivaut à une ingérence dans les affaires internes de la Pologne. Et en parallèle, jugeant que la logique des blocs et l'influence américaine enferme le pays dans une impasse, ils cherchent à, je n'ai pas trouvé d'autre mot, qu'émanciper le Canada de ses entraves et lui redonner une politique étrangère qui soit vraiment, je cite, indépendante. Et, pardon. Pour ce faire, ils préconisent depuis les années 70 un retrait de l'OTAN et du NORAD, le maintien de la détente et un rapprochement avec les pays du bloc socialiste. Et pour eux, ça présente un autre avantage. Placer le Canada à l'avant-garde non seulement du contrôle, mais de la réduction des armements au moyen de propositions
qu'il faut quand même juger comme étant audacieuses pour l'époque. Et parmi ces mesures que vous avez justement derrière moi, il y en a 2 qui sont constamment promues par les néo-démocrates. La fin des essais de missiles de croisière. Là-dessus, on peut le dire de la façon suivante, ils ne ratent jamais une occasion de la ramener. Et autre mesure, ils ont la volonté de faire du Canada une zone dénucléarisée. Pardon. Donc, peu importe le parti, peu importe tout ce que malgré tout ce que je viens de vous présenter, il y a un sujet sur lequel tout le monde s'entend. En tant que pays attaché au respect des droits humains, le Canada se doit, peu importe le parti, se doit de dénoncer les atteintes que l'Union soviétique fait dans ce domaine. Et on voit ça par plusieurs déclarations, questions posées dans les débats parlementaires. Et il cite souvent l'acte final de la CSCE, puisque le Canada et l'URSS sont signataires. Et dans ce document, il y a justement une déclaration à respecter les droits de l'homme. Donc, on arrive en 1984. Les libéraux qui ont maintenant pour chef John Turner sont chassés du pouvoir par les progressistes conservateurs de Brian Mulroney et ils se sont fait élire, entre autres, sur la promesse de rétablir de bonnes relations avec les États-Unis et les autres pays de l'OTAN, ce qui n'empêche pas Brian Mulroney et Joe Clark, son ministre des Affaires étrangères, d'entamer une normalisation des relations entre Ottawa et Moscou à la faveur du réchauffement des relations américano-soviétiques. Les liens économiques entre les 2 pays se développent. On renouvelle l'accord sur le blé et il y a même quelques compagnies canadiennes qui vont s'établir en Union soviétique. On songe à faire de l'Arctique un nouvel espace de coopération. Et en parallèle, le gouvernement Mulroney dévoile ses propres propositions pour le contrôle des armements. Il annonce aussi qu'il ne participera pas en tant que gouvernement à l'initiative de défense stratégique américaine, ce qui est connu aussi sous le nom du projet Star Wars, et regrette que les Américains s'affranchissent des limites du traité SALT II qui, même s'il n'avait pas été ratifié, les Américains essayaient tout de moins de respecter les limites qui avaient été mises dans ce traité. Par contre, la méfiance envers l'URSS persiste. Les mots d'ordre de la période précédente s'appliquent toujours. Et il y a un grand effort de mise à niveau des moyens de défense qui est entrepris, qui vont être limités par contre par des restrictions budgétaires. Le gouvernement Mulroney est extrêmement sceptique de la main tendue de Mikhail Gorbatchev parce qu'ils se disent il faut que toute réduction se fasse dans un contexte d'équilibre des forces. Et dans plusieurs déclarations, on voit qu'il y a toujours une méfiance qui persiste envers l'Union soviétique, qu'il ne faut pas oublier le poids de l'histoire du régime et que les objectifs soviétiques sont toujours les mêmes. Et pendant ce temps, vous avez, du côté libéral, une tentative de refondation du programme du parti par John Turner qui essaie de faire un programme libéral sur une alternative crédible aux conservateurs sans être trop rattaché à l'ère Trudeau, parce que beaucoup de personnes en gardent un mauvais souvenir, entre guillemets. Par contre, en matière de politique extérieure, on voit tout de même une continuité dans les politiques. Et tout ça se trouve à être résumé dans un document publié en 1988 qui s'appelle « Bâtir la nation canadienne, souveraineté politique étrangère au cours des années 90 », qui reprend beaucoup de propositions du gouvernement Trudeau, à l'exception notable que cette fois-ci, on ajoute la fin des essais de missiles de croisière. Et du côté néo-démocrate, c'est la continuité qui est toujours de mise. Là, d'autant plus qu'on voit en Gorbatchev un interlocuteur valable pour resserrer les relations entre le Canada et l'Union soviétique. Et il propose toujours de sortir de la logique de la guerre froide, mais cette fois-ci, il donne plus de détails en mettant de l'avant un concept dans un document pour les élections de 1988, un concept de sécurité commune qui dépasse les 2 blocs et qui cherche également
à dénucléariser le tout. Ils sont toujours attachés à un retrait de l'OTAN, mais les détails sont explicités. Et pour finir, là encore, les droits humains restent un sujet de consensus entre tous les partis, mais ce sont les conservateurs qui sont à la pointe en mettant de l'avant les atteintes faites à 4 groupes en particulier, les dissidents religieux et politiques, les communautés non russes de l'Union soviétique, la communauté juive et les citoyens soviétiques qui souhaitent rejoindre leur famille à l'extérieur du pays. Vous m'excuserez la presse, mais on m'avait averti qu'il me restait peu de temps. Donc, merci. Alors, merci à nos 3 présentateurs pour des communications vraiment très riches et stimulantes. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de questions dans la salle et au cas où il n'y en aurait pas, moi j'en ai quelques-unes, alors je peux toujours commencer. Oui. Donc, ma question serait pour Étienne. Oui. Je me demandais si, à travers les actes du Congrès de 1971, s'il y avait une sorte de clivage générationnel en disons, certains catholiques un peu plus traditionnalistes là, qui seraient peut-être un peu contre le virage vers la justice sociale. On ne le voit pas parce que l'essentiel des textes, c'est les conférences prononcées par les 2 conférenciers invités. Donc, évidemment, il n'y a pas de réponse du public. À la fin, comme je disais, il y a un annexe où on retrouve la synthèse des ateliers, mais c'est très synthétisé. C'est-à-dire, on a le sous-thème qui est exposé, on le décrit un peu, et après ça, tu as des idées qui sont lancées, mais on ne sent pas encore un clivage. C'est comme si le choc n'avait pas été encore vraiment senti, parce qu'il va y avoir quelques années après, ou même au congrès suivant, si je ne me trompe pas, ou en tout cas, dans des instances hors congrès, au sein d'entraide missionnaire, il va y avoir comment dire, la vieille génération va justement se braquer un peu en disant non, c'est pas notre rôle de s'impliquer, notre rôle c'est d'évangéliser et rien d'autre, on est là pour poursuivre la mission civilisatrice, entreprise au 19e siècle, blablabla. On est dans un discours très conservateur, mais même ce discours-là, au sein des instituts missionnaires, de ce que j'en connais, tend beaucoup à diminuer. Et à la rigueur, les instituts missionnaires qui s'opposent à la nouvelle direction que prend l'entraide missionnaire vont tout simplement retirer leur membership. Ils vont retourner, ils vont continuer leur entreprise sans être membres de l'entraide et ils vont y revenir une fois que les plus anciens, si on veut, auront rendu les armes, et ils vont y revenir un peu dans les années 80. Voilà, mais on ne sent pas encore, finalement, à ce moment-là. Merci. D'autres questions ou commentaires? Oui, Renaud. La question est pour M. Côté-Garant. Dans la Bible sur l'histoire de Montréal de 1600 pages de M. Fougère, qui est dirigé par M. Fougère, on remarque que Montréal a été une influence quand même notable pour les autres municipalités de sa région, notamment dans l'administration municipale. Et comme le service de police de Montréal, le département de police à l'époque, je pense, a été créé en 1843 et je pense à Saint-Hyacinthe en 1850. Et je me suis demandé s'il y avait une influence entre la façon, en fait, si on peut partir à partir du moment où est-ce qu'on a un besoin d'un département de police. Est-ce qu'il y a eu une influence dans ce qui s'est fait à Montréal sur le département de Saint-Hyacinthe, ou peut-être même ce qui s'est fait à Québec à Saint-Hyacinthe? Oui, ça fait effectivement partie de mes conclusions. Il faudrait cependant avoir plus de sources, mais je peux donner des exemples. Par exemple, en 1887, lorsqu'ils achètent la pompe Shelby, ils vont justement à Montréal pour se renseigner sur les meilleures pompes à vapeur qu'ils pourraient acheter. Donc ça, c'est un exemple patent. Sinon, en 1903, quand ils veulent acheter une voiture de police, encore une fois, ils se basent sur le fait qu'à Montréal, il y a une voiture de police. Mais au-delà de ça, moi, je suis persuadé que oui. Je suis persuadé que oui, parce qu'il y a des conventions de police qui se passent à partir de 1905, et même avant, il y a des conventions de police aux États-Unis que le chef de police participe. Donc, ce que je veux dire, c'est que au-delà de Montréal, il y aurait aussi une standardisation un petit peu plus générale des manières de travailler la police. Donc, c'est pour ça que je dis quand même qu'il y a un savoir-faire qui se développe, même si on ne l'a pas tangiblement dans les sources. Il y en a quand même un petit peu, moins qu'à Montréal, moins qu'ailleurs. Concrètement, on peut le voir avec certaines techniques qui sont utilisées à Paris. Mais c'est ça. Moi, je pense que oui, effectivement, que Montréal a été une grande influence pour Saint-Hyacinthe. Et ce qui serait intéressant à analyser, ça serait voir d'autres polices que celle de Saint-Hyacinthe au niveau doctorat, par exemple. Là. Donc, combiner ces quatre villes, par exemple, pour voir à quel point il y a une standardisation qui est faite, qui est un peu, je ne peux pas dire invisible, mais
qui semble être présente, mais que les sources ne le montrent pas plus que ça. D'autres questions, commentaires? Oui. Pour rester sur ce sujet-là, est-ce que dans ta méthode de travail, tu as considéré le fait implicite qu'il peut y avoir un décalage tout de même important entre les ressources d'une ville comme Montréal, qui n'est pas la même réalité démographique que Saint-Hyacinthe? Donc forcément, c'est sûr que le cas de Saint-Hyacinthe, les pompiers, puis à Montréal... Oui, c'est effectivement, tu sais, tout à fait vrai. Les conclusions étaient un peu visibles à l'avance pour les comparaisons entre Montréal et Saint-Hyacinthe. C'est quand même intéressant de voir le décalage, par exemple, de 30 ans entre la ville de Montréal et Saint-Hyacinthe à propos de son développement institutionnel. Et c'est aussi intéressant de savoir que c'était des hommes à tout faire à Saint-Hyacinthe. Comme à Montréal, ils ne sont pas des pompiers. À Saint-Hyacinthe, ils sont aussi pompiers, ambulanciers, on en rajoute. Mais il faut aussi souligner qu'il y a beaucoup de similarités malgré la différence de budget. Les fonctions policières à Montréal sont très nombreuses. Les fonctions policières à Québec, à Hamilton, c'est ce qui ressort beaucoup dans les études, sont très nombreuses. Et ils faisaient de multitudes d'emplois sans avoir une grande rémunération. À Saint-Hyacinthe, je ne l'ai pas dit, là, parce qu'il faut que je résume mon mémoire. À Saint-Hyacinthe, les employés, vers 1906, dans ce coin-là, recevaient 400 $ par année. C'est l'équivalent des ouvriers moyens à Québec. Donc, il y a des ouvriers moyens qui sont moins payés, des ouvriers moyens qui sont mieux payés. Donc là, on se situe entre les deux. Donc, pour toutes ces tâches-là qu'ils faisaient, tous ces services-là qu'ils faisaient, ils étaient payés très, très bas. Ça ressemble un peu au statut social de la moyenne de la classe ouvrière. Je me permets 2 questions, si je peux. J'en ai une pour Frédéric et une pour Félix. Frédéric, je me rappelle d'avoir lu un article publié par John Weaver dans les années 70 ou 80, dans lequel il dit que la fonction répression des policiers fonctionnait plus ou moins bien au 19e siècle, en partie parce que les policiers étaient eux-mêmes issus des quartiers qu'ils devaient patrouiller, en fait. Et donc, il y avait des liens d'amitié, des liens de sociabilité, même parfois des liens familiaux entre eux et l'objet, en fait, de la répression. Mais lui, c'était pour Hamilton, puis je pense que Monconen a dit à peu près la même chose pour Philadelphie. Est-ce que vous avez trouvé la même chose à Saint-Hyacinthe? Est-ce que vous avez des sources qui vous permettent c'est le fameux problème d'étudier des villes en région. Probablement, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites sur Saint-Hyacinthe. Il y en a. Peter Gossage, par exemple, a étudié Saint-Hyacinthe. Il y en a aussi. Il y a aussi des sources, mais les sources sont souvent poreuses. Ce que je peux dire, c'est que je ne nie pas ces propositions-là de John C. Weaver. Greg Marquis aussi a dit la même chose, que parfois, pendant des grèves, les policiers sympathisaient avec les grévistes. Donc, je nie vraiment pas ça, et c'est fort probable qu'il y avait une certaine sympathie. D'ailleurs, dans les sources, je vois que les policiers, quand ils ne patrouillent pas, ils sont dans des maisons de des habitants à prendre un coup. Donc, c'est probablement qu'ils sympathisaient. Mais d'un autre côté, c'est ça que j'ai trouvé fort par les chiffres, la manière que les directives étaient données du conseil municipal. On voit que les policiers réprimaient assez intensément l'ivresse, sinon qu'ils vidaient les rues des personnes miséreuses. Donc, j'ai comme un... C'est pour ça que j'y vais dans la nuance. Dans mes conclusions, je dis qu'il y a un encadrement plus systématique qu'au début. C'est assez simple à dire. Là. Au début, il n'y avait pas grand-chose. Mais qu'on ne peut pas dire qu'ils sont totalement efficaces. Mais ça, c'est le troisième aspect que j'aborde aussi dans ma conclusion, le fait que les policiers pouvaient sympathiser avec cette population-là, que je n'ai pas mentionné. Fait que merci, bonne question. Merci. Puis Félix, en fait, 2 questions, si je peux. La première, c'était une présentation très, très claire et bien structurée. On comprend bien les prises de position des différents partis politiques. Je me demandais s'il y avait des clivages au sein des partis politiques. Y a-t-il vraiment une ligne directrice pour chacun des 3 partis ou est-ce qu'on voit des débats internes? Est-ce que vous avez pu en voir dans vos sources? Puis deuxième question, est-ce que le mouvement pacifiste, est-ce que les mouvements des citoyens contre la course aux armes nucléaires, par exemple, ont pu avoir un impact sur les prises de position des partis politiques? Oui, merci pour vos questions. C'est pour ce qui est de la question des clivages entre les partis, c'est sûr que mes sources principales pour mon mémoire et aussi pour ça, c'est beaucoup des débats parlementaires. Donc là, c'est sûr que la position du parti est à tout le moins arrêtée sur une question. Par contre, on peut quand même se douter qu'il y a certains clivages ou qu'il y a tout de moins certains sujets
où on sent qu'il y a toujours un débat à l'intérieur des partis. Par exemple, si je prends l'exemple des essais de missiles de croisière, comme j'ai dit, à l'intérieur même, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin, à l'intérieur même du cabinet Trudeau, il y a eu un très gros débat là-dessus entre ceux qui se disaient, bon, avec toutes les politiques c'est peut-être un grand mot de nationalisme économique que Trudeau avait fait, la politique nationale de l'énergie, l'Agence de révision des investissements étrangers. On s'est dit peut-être que accepter serait une façon de regagner un certain prestige auprès des Américains. D'autant que leur permettre de tester des missiles, ils pourraient nous renseigner sur les dernières technologies qui pourraient être intégrées dans ces missiles. D'autant que le système de guidage de ce que je me souviens devait être conçu par Leighton Industries, qui est au Canada. Donc, en même temps, il y avait un petit aspect économique au travers de tout ça. Mais de l'autre côté du cabinet, il y avait ceux qui, on s'est engagé contre la course aux armements. Ce serait un signal un peu bizarre à donner. Au sein des conservateurs, j'ai davantage vu, comment je pourrais dire, en face de l'Union soviétique, la modération contre la ligne dure à tout prix. Ça, on le voit davantage dans le ton des échanges. Si je prends Joe Clark, par exemple, qui était encore chef du Parti conservateur à l'époque, il critique Trudeau, ça c'est certes, mais on voit quand même que le ton est posé. Par contre, il y en a d'autres justement, qui suggèrent de façon plus ou moins subtile que, justement, les vraies amitiés du premier ministre sont de l'autre côté du rideau de fer. Et il y a un exemple d'un député progressiste conservateur, M. Tom Cossett, qui, lui, c'est systématique. À chaque fois qu'il le peut, il dépose tout le temps des questions écrites sur les moindres faits et gestes des diplomates soviétiques présents au Canada. Et quand je dis chaque occasion, c'est plusieurs fois, je vais voir qui est enregistré, c'est quoi sa fonction, est-ce qu'on a noté ses déplacements? Oui, c'est rendu dans ce cas-là. Donc vraiment, talonné au plus proche face à une certaine modération. Du côté néo-démocrate, là, c'est sûr que c'est vraiment le projet de sortir de la guerre froide. Par contre, il semble exister, en tout cas, les libéraux, les conservateurs misent beaucoup là-dessus. Il semble exister un certain flou à propos de l'OTAN parce que c'est un argument qui revient souvent lors des quelques motions déposées par les néo-démocrates sur soit la fin des essais ou faire du Canada une zone dénucléarisée. Le point qui revient souvent, c'est vous ne voulez pas trop vous avancer parce que soit vous n'êtes pas sûr, soit vous n'êtes pas prêt à assumer qu'on doit sortir de l'OTAN pour faire cette politique-là. Et pour le mouvement pacifiste, c'est un argument qui est souvent repris par les néo-démocrates, justement, pour justifier les nombreuses questions qu'ils posent à propos soit des relations Est-Ouest en général, l'esprit de nouvelle course aux armements qui est au début des années 80. C'est un argument pour justifier également leur motion sur la fin des essais. Voyons, on se dit un pays qui est voué au contrôle des armements, mais on accepte des tests pour des missiles qui peuvent probablement apporter des charges nucléaires à bord. Et c'est souvent eux qu'on met de l'avant pour dire il faut faire du Canada une zone dénucléarisée, question d'envoyer un signal fort à tout le monde pour leur dire « réveillez-vous, là, il y a urgence ». Par contre, l'argument de, l'opinion publique est souvent réutilisé par les libéraux et les conservateurs pour dire « oui, mais il y a beaucoup de Canadiens qui restent attachés à l'OTAN comme moyen de solidarité entre les pays occidentaux ». Donc, le mouvement pacifiste, on le voit souvent cité, mais l'argument de l'opinion publique est utilisé par les trois pour essayer de mettre leur... Moi, j'aurais une question pour M. Philippe. Je me demandais, ça sort peut-être un peu de vos recherches, mais quel rôle a joué la relation très personnaliste de Justin Trudeau avec Fidel Castro
dans les accusations ou dans les positions là, du Parti conservateur là, très accusatrices dans ces... sont pas dans le rideau. Là, je sais pas, peut-être que ça sort aussi. Là, peut-être que... Justin ou Pierre? J'ai dit Justin, hein? Ouais, j'ai dit Justin, mais je vis dans le présent. Pierre, pardon. C'est justement des grands points. Je l'ai pas mentionné, mais ça faisait partie de la stratégie de diversification, justement. Ouverture vers les pays communistes en général, la Chine, l'Union soviétique, Cuba. On a été très circonspect là-dessus, ici au Canada. Inutile de vous dire qu'aux États-Unis, ça a été très mal vu. Surtout qu'on voyait en Trudeau, comment je pourrais dire? Là, je vais sortir les clichés. Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Un peu, si on le prend du point de vue américain, un peu l'intellectuel de la côte Est, un liberal, comme on dit aux États-Unis, qui a peut-être certaines sympathies cachées envers le communisme. Je ne l'ai pas croisé en détail dans mes recherches, mais parfois c'est juste comme une petite allusion comme ça, une fois de temps en temps. Ah, puis aussi, il ne faut pas oublier que Trudeau est allé à Cuba. C'est parfois un point de plus qu'on rajoute. Jonathan? Moi, j'aurais une question pour Étienne. L'organisation que tu mentionnes, dans le fond, tu as dit qu'elle ne dépendait pas de l'évêché, d'aucune organisation. Ma question, c'est, pour commencer, c'est quoi sa place, je veux dire, dans l'échiquier catholique? Et aussi, c'est quoi un peu l'emprise qu'elle a sur le terrain? Est-ce que c'est un espèce de petit mouvement marginal, vu que ces missionnaires-là, c'est très transnational? Je veux dire, il y a un contact avec l'Amérique latine que le curé ou whatever, l'évêque n'a pas. Et comme tu as dit, l'influence de la théologie de la libération. Donc, est-ce que c'est une espèce de un groupuscule idéaliste, si on veut, qui n'a pas vraiment d'emprise sur le réel, puis qui est un peu marginal, ou est-ce qu'il y a vraiment eu, une influence sur le catholicisme québécois dans la longue durée? La question est vaste et précise à la fois, et mes recherches sont absolument pas assez avancées pour que j'aie une réponse aussi précise à cette question. Bon, un groupuscule, ce serait peut-être un peu exagéré de nommer ainsi. Ils sont indépendants des hiérarchies, mais ils sont redevables à leurs membres. Leurs membres, c'est les instituts missionnaires. Les instituts missionnaires sont quand même des congrégations qui eux, relèvent de la hiérarchie ecclésiale. Par contre, on sait que l'institution catholique romaine est immense, vaste, internationale et répartie un peu partout. Et il y a beaucoup de divergences d'opinion malgré une certaine tradition ouvertement exprimée par le Vatican. Ceci étant dit, loin des yeux, loin du cœur, je pourrais dire, l'entraide missionnaire étant redevable à ses membres qui sont essentiellement basés, la majorité à Montréal, mais bon, à Québec, un petit peu partout dans le Canada français, si on peut dire, et même certaines époques, il y a des membres. Bon, là, je n'ai pas la liste des membres dans ma tête, absolument pas, mais il y a des catholiques canadiens aussi, donc irlandais pour la plupart, des missionnaires qui seraient qui appartiennent à l'Église catholique canadienne, mais qui seraient anglophones. Bon, parce que le bulletin d'entraide missionnaire va être bilingue jusqu'à la fin des années 50. Bref, là, je suis un peu décousu parce que ça m'a un peu pris par surprise avec cette question-là. Ils vont quand même... ils n'ont pas une influence... Ah, dame, c'est complexe. C'est difficile à mesurer parce que c'est vraiment des gens qui travaillent sur le terrain. Et quel est l'impact réel sur le terrain au niveau local ici? Je ne sais pas. Une des premières, ils font beaucoup de ce qu'ils appellent l'action missionnaire, qui est en sorte la propagande, où ils vont essayer de recruter des gens, stimuler des vocations. Et ils font ça beaucoup dans les écoles. Et ils vont dans les régions, ils se promènent un peu partout au Québec pour aller stimuler des vocations missionnaires. À quel point ils ont une influence sur le clergé local, sur la paroisse locale quand ils font ça. Ça, il faudrait vraiment faire des recherches très précises dans les régions pour réussir à mesurer ou réussir à avoir des données statistiques sur la quantité de missions, justement, qu'ils ont réussi à stimuler. Mais la quantité d'organisations, de structures, je nommais les MICA, ils vont s'impliquer beaucoup, ils vont développer beaucoup un système d'hygiène. Au début, il y a 5 gros comités, dont un qui est pour l'hygiène et la médecine. Et ils vont donc
beaucoup stimuler là, je dirais pas des vocations, mais vraiment des professions chez des laïcs pour qu'elles deviennent des infirmières. Et ils vont même former ils se rendent compte que sur le terrain, ils ont des besoins obstétriques. Ils vont donc forcer les femmes missionnaires, parce que c'est les femmes, évidemment, qui s'occupent de ça. C'est des femmes qui donnent les services d'hygiène et de santé. Et ils vont donc les former pour qu'elles soient en mesure d'être des sages-femmes sur le terrain. Fait que c'est absolument pas clair ce que je suis en train de te dire, mais l'impact est difficilement mesurable. Puis à quel point leur indépendance peut se mesurer aussi, outre le fait qu'ils sont très, très, très critiques de l'Église en elle-même et qu'ils sont très progressistes par rapport au discours traditionnel, je peux pas dire grand-chose. Tu as 5-6 ans pour... Oui, mais c'est ça. Parce que j'ai fouillé un peu le fond d'archives, mais j'ai vraiment juste lu très en surface, essentiellement, ce qui se passe dans les congrès, et on se rend compte qu'il y a vraiment un changement radical. À la fin des années 50, on est anticommuniste. La grande préoccupation, c'est qu'est-ce qu'on fait dans les pays où le communisme est présent et qu'est-ce qu'on fait si les gens ont des sympathies communistes dans ces pays-là, comment on les éloigne du démon communiste. Et on parle aussi un peu de certains pays musulmans, mais ça, c'est pas dans une pensée très essentialiste aussi à cette époque-là, c'est-à-dire que les personnes qu'on va évangéliser sont des païens, sont des infidèles. Il faut les sauver du péché parce que c'est ça la vie. C'est le sens de la mission. Mais à partir des années 60, on entre beaucoup dans une dynamique de coopération internationale. Et en 1965, c'est l'année de la coopération internationale auquel participe bien entendu le Canada. Et là, on change complètement de paradigme. C'est-à-dire que l'évangélisation n'est plus l'objectif premier de la mission, c'est vraiment aider les gens à devenir indépendants. C'est surtout ça. Et avec toute la vague de décolonisation, les mouvements, les pays qui deviennent indépendants, on veut les soutenir. Alors qu'à la fin des années 50, on était complètement du côté de l'Occident, si on veut. Et dans les années 80-90, après ça, mais on va vraiment avoir un message très politique. On va manifester beaucoup pour la paix. Le nucléaire, justement, attire beaucoup l'attention de ce type de groupe-là. Et ça va donner naissance, je pense, ou ça va stimuler, du moins chez les laïcs, l'envie de partir des groupes axés aussi sur la coopération internationale, mais aussi sur une plus grande justice sociale ici. Parce qu'il y a des mouvements de travailleurs chrétiens, catholiques. Donc, c'est vraiment un rassemblement de chrétiens de gauche, dans une certaine mesure radicale. Je t'en parlerai dans 3 ans pour voir l'impact réel qu'ils auront eu sur les localités d'ici, sur l'Église, et voilà. Ben, je sais qu'à la fermeture d'entraide missionnaire l'année passée, ça s'est fermé officiellement en mai 2018, l'après-midi était consacré à des groupes connexes, si on veut, ou des amis de l'entraide missionnaire, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas missionnaires, qui ont participé à des coopérations internationales, mais qui participent à des petits organismes ici au Québec, axés sur la pastorale et l'entraide, la justice sociale, et bon, ces trucs de genre, mais qui ne sont pas des missionnaires consacrés. Donc, ils ont eu quand même un impact sur le discours plus à gauche, si on veut, plus radical, à travers le temps. Voilà. C'est un peu nébuleux tout ça, mais bon. On pourra en reparler aussi. Ça donne l'impression que ça reste dans l'idéologie, parce que tu dis Absolument. que dans les années 50, stigmatisation de l'image communiste au lieu commun Canada français, puis après on politise. Finalement, on est tout le temps... on est toujours dans le politique, oui. Ça c'est clair, on est toujours dans le domaine de l'idéologie, du politique. Bien qu'il y ait du vécu beaucoup... il y a quand même l'expérience de la foi qui est une expérience mystique un peu singulière, que juste les gens qui l'ont vécu qui peuvent réellement la saisir. Mais on demeure, oui, dans l'idéologie, comme on va être très influencé par les idéologies politiques qui arrivent du Sud. C'est-à-dire le marxisme qui part de l'Europe, qui s'en va vers l'Amérique latine, et qui va transiter un peu par le Canada ou l'Église catholique, et qui va ensuite aller faire un tour en Afrique dans une nouvelle version, parce qu'on va embarquer dans un discours, on va adapter la théologie de la libération pour l'Afrique ensuite avec les mouvements d'authenticité africaine dans les années 70. Donc tout ça, cet organisme est vraiment situé au carrefour d'un gros réseau d'échanges intellectuels et d'action aussi. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'on en est beaucoup dans le témoignage et dans l'action, c'est-à-dire les gens partagent leurs expériences et ils vont développer des idées, une pensée par rapport à ça, mais il y a vraiment... C'est immense comme réseau. Quand j'ai mis la main sur ce fond d'archives, j'ai vu l'ampleur de cette grosse toile qui s'était tissée à travers le temps et qui était devenue assez importante avec le temps. Voilà. Et qui est très peu connue. Hein, je veux dire, avant de mettre la main sur ce fond d'archives, j'avais aucune idée que l'entraide missionnaire avait existé. Et pourtant, ils ont eu une action assez importante ici et ailleurs.
Est-ce qu'il y en a avant les années 50, l'entraide missionnaire, genre à l'entre-deux-guerres? Il n'y a pas une structure comme ça. L'idée, elle serait née à quelque part à la fin des années 30, début 40, l'année 1942. C'est le 300e de la Fondation de Montréal, donc c'est le tricentenaire. Il y a eu des festivités, il y a eu une semaine de missionnaires qui avait été organisée, et ça a commencé à se discuter là, que les instituts missionnaires ont dit on devrait se mettre ensemble pour échanger nos ressources humaines et financières, pour débattre d'enjeux missionnaires, se mettre d'accord, en fait, en tout cas, ou juste discuter entre nous autres de ce qu'on fait dans les pays où on va. Et l'idée va vraiment se consolider à la fin des années 40, début 50, avec la question des... le gouvernement canadien réclame aux instituts missionnaires l'argent que ça a coûté pour les sortir des pays en guerre durant la Deuxième Guerre mondiale, ou pour les sortir de la Chine quand la Chine est devenue communiste en 1949. Et ça, les instituts missionnaires vont se mettre ensemble parce que c'est un combat commun. Et c'est là que l'entraide missionnaire va vraiment se consolider. C'est la première bataille qu'ils vont faire. Et ensuite, ils vont s'y mettre sur pied Raptime Canada, qui est une organisation, une agence de voyage, si on veut, qui sert essentiellement à donner des deals aux missionnaires parce qu'ils, dans les faits, c'est ça. Mais après, tranquillement, ils vont commencer à, se réunir en groupe. L'Assemblée générale va être un lieu de discussion. Et là, d'une dizaine de membres, ça va gonfler assez rapidement à 50, 60, 70 membres. Et quand je dis membres, je ne dis pas des individus, mais bien des organisations qui sont membres de la chose. Donc, ce qu'on constate en fouillant un peu ça, c'est que cet organisme est au carrefour de bouillons de pensée qui se passent dans l'Église catholique, dont on est très souvent un peu conscient, parce qu'on a souvent un discours dominant du Vatican, surtout à l'époque de Jean-Paul, qui était progressiste d'un côté, mais hyper conservateur de l'autre. Voilà. Oui. Merci pour cette question. Ma question est pour Frédéric. Mais non, tu ne savais pas que j'allais poser cette question-là. Mais vu qu'on est dans le colloque Jean-Marie Fecteau, moi, je trouve ça intéressant que tu parles un petit peu de l'influence que Fecteau a eue dans tes recherches, justement, si tu veux parler juste brièvement de l'apport qu'il y a eu dans ton mémoire. Oui. Jean-Marie Fecteau a eu un impact assez important dans mes recherches. Faut dire que son livre est assez difficile à lire, là, mais le concept de la liberté du pauvre m'a marqué à quel point que quelqu'un qui est démuni a souvent un passage obligé. Il décrit par exemple que les démunis allaient en prison, les vagabonds allaient en prison. C'était pas mal un passage obligé pour eux d'y aller. C'était comme leur maison temporaire souvent. Puis ça m'a beaucoup fait réfléchir sur est-ce que effectivement les protections qu'on offre aux démunis, c'était vraiment des protections charitables, si on veut, là, si j'utilise ce mot-là. Et dans les sources, c'est ça m'a frappé à quel point que dans les directives faites par le conseil municipal, non, ça semble vraiment un passage obligé. On va vider les rues, puis ça va empêcher la propagation du vice. Alors, ça va empêcher que les personnes, les vagabonds, aillent dans les propriétés privées. Ça va empêcher qu'il y ait la prostitution la nuit si les rues sont vidées de ces personnes-là dites déviantes. Donc, c'est ça. Jean-Marie Fecteau a beaucoup influencé cette réflexion-là, ce côté-là de la recherche. Pour continuer avec Frédéric, par rapport à la répression de l'ivresse, est-ce que tu remarques vraiment une spatialité différente? Est-ce que ça se passe vraiment dans l'espace public majoritairement ou il y a aussi une répression qui se fait dans la sphère privée? Premièrement, il y a des statistiques que j'ai pas dit. Oui, je pense que j'ai dit que 68% des arrestations étaient sur l'ivresse entre 1880 et 1920. Donc, on voit que c'est vraiment une grande quantité de personnes qui est... c'est la part importante des arrestations pour les types que je vous ai présentés, les types d'arrestations. Il y a aussi une surveillance des auberges. Ça, je pense que j'ai oublié de le dire. Là. Il y a des réglementations sur les auberges très, très cocasses. Là. Les auberges étaient surveillées, oui, pour empêcher la propagation du vice, mais aussi pour une question de prestance. Quand on regarde dans d'autres rapports, là, que les rapports annuels, les rapports sur les inspections des auberges, on voit qu'ils notent le nombre de lits, ils notent si l'ameublement a une bonne prestance, mais aussi, de manière plus importante, ils disent si les rideaux étaient levés, si l'auberge était fermée à tel moment, l'auberge, l'hôtel, là, dépendamment. Donc, pour répondre précisément à ta question, non, ça ne dit pas c'est où que ces choses-là étaient faites. Mais je dirais qu'en général, c'est vraiment l'espace public qui était beaucoup visé. Mais aussi, à certains endroits, on peut voir aussi l'espace privé, comme par exemple la désinfection des maisons, qui n'est pas l'ivresse, là. Nettoyer les cours,
s'assurer que la chaux soit mise sur les murs. Donc, les policiers travaillaient à ça aussi, à s'assurer que ces règlements-là étaient appliqués. Donc, ça rentre un peu aussi dans la sphère privée. Il y a aussi d'autres choses que les rapports annuels révèlent, c'est les troubles. Puis, à certains moments, ils montrent des endroits. Donc, des troubles dans les propriétés privées, oui, il y en a eu. À la gare, au marché, c'est des endroits vraiment ciblés, et les auberges. Donc, il y a vraiment une question d'espace dans la répression. Les auberges en faisaient partie. Pour M. Côté encore, ça rejoint un peu ce que vous parliez avec les apports de M. Fecteau. Je me demandais, qu'est-ce qui est plus déterminant, selon vous, d'une part dans la fondation de la mise en place de l'institution, mais aussi dans son évolution, entre le besoin de morale ou le besoin de justice? Assurément, la police inculque des mœurs, si on veut, là, sert à ça. Dans les discours, on le voit dans plusieurs études, qu'on veut réprimer des comportements dits immoraux. L'exemple de Montréal, qui ont un escouade de la moralité dans différentes villes, c'est beaucoup une question de morale au tournant du 19e siècle et même avant. Justice. J'ai pas vraiment regardé ça de ce point de vue-là. Oui, mais ça revient encore une fois à la morale. Quand on regarde les plaintes des citoyens qui se plaignent d'avoir été arrêtés injustement ou d'une manière brutale, ces personnes-là veulent souvent laver leur statut social, laver l'affront que le chef de police a fait ou le policier a fait. Donc, c'est entre justice et morale, là. Donc on veut protéger la dignité de la personne par ces plaintes-là. Est-ce que les classes prolétaires ou les déviants, les personnes dites déviantes auraient ce même discours? Je pense pas, là, mais en tout cas, assurément, pour les personnes au haut de la hiérarchie sociale, c'est important d'avoir subi un acte juste par la police. Donc, si c'est une arrestation illégale, ben là, on va poursuivre la municipalité. Mais sinon, mes sources, j'ai pas vu ça comme ça, là, au niveau de la justice. Dans l'évolution de l'institution, est-ce que la justice pourrait prendre plus de place? Je sais pas, Mais ce qui est drôle, c'est que l'arrivée de cette nouvelle police-là, des nouvelles polices au 19e siècle, c'est l'implantation des personnes qui peuvent décider si tu es arrêté ou pas. Avant, c'était beaucoup un citoyen qui se plaignait d'un autre citoyen ou d'une autre personne là, qui faisait quelque chose de pas correct. Mais là, les nouvelles polices, c'est que tu as des agents qui se promènent dans les rues qui disent « Ben, toi, tu as fait quelque chose qui contrevient au règlement, viens en prison. » On pourrait dire que c'est un peu l'inverse. C'est le policier décide plutôt qu'un tribunal. Éventuellement, il va passer à la cour, au tribunal de police, qui est la cour du Ricardeur à partir des années 1888. Donc, à ce moment-là, il y a quand même un genre de juge, mais c'est administratif. Donc, on pourrait un peu dire l'inverse, si on veut. Là. Mais peut-être que tu pourrais m'apporter d'autres idées qui me feraient dire exactement l'inverse. Mais là, en ce moment, je m'en vais dans ce sens-là. J'ai l'impression que c'est moins dans l'idée d'un juge qui, lui, va regarder toute la jurisprudence, puis il va... Non, c'est plus, lui, il a été ivre, il a été pointé par le policier a une autorité de dire que la personne a été ivre. Là, c'est sa voix contre la voix d'autres personnes. On s'en va au tribunal de la cour du Ricardeur, puis tu vas avoir une amende, puis tu vas passer quelques jours en prison. Y aurait-il d'autres questions, d'autres commentaires? Okay. Un des éléments que j'ai beaucoup aimé dans ces recherches-là, c'est aussi de voir justement la capacité du policier, le pouvoir du policier à pouvoir discerner qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, et qu'il y a bien sûr une question de légitimité. La légitimité, moi, c'est un élément que j'ai pas pu vraiment approfondir tant que ça, mais ça m'a frappé à quel point que les mœurs de l'époque, à certains moments, peuvent amener à ce qu'il y ait une répression plus élevée de certaines choses. Pour vous donner une idée, il y a moins de répression, de ce que j'ai vu dans les statistiques, là, il y a moins de répression de l'ivresse à Montréal. La répression de l'ivresse reste quand même assez élevée. Il y a un groupe citoyen en 1855 qui voulait empêcher les licences pour les auberges et les hôtels et aussi les licences d'alcool. J'ai l'impression, à travers différentes sources, que l'importance de la sobriété à Saint-Hyacinthe était plus élevée qu'ailleurs. Et dans les statistiques, on voit que 68% des arrestations, c'est l'ivresse. Donc,
je pense que le policier, lorsqu'il arrête une personne avec son pouvoir personnel, ben, il se fie beaucoup aussi aux conditions sociales de la localité, de la province, de plus largement. Tu sais. Donc, la morale, à ce moment-là, prend plus de place que les jurisprudences de la justice, si on veut. C'est pour ça que je sépare les deux, mais je suis un peu d'accord aussi que ça se recoupe. Et je pourrais aussi dire que Mélissa a un peu raison dans un certain sens. Morale va peut-être être changée dépendamment des médias, qu'est-ce qu'ils vont dire, mais la justice va avoir une jurisprudence plus historique, là, plus... une nouvelle jurisprudence va arriver qui va peut-être changer les choses, mais sinon, ça va rester semblable pendant un bout. J'ai des idées comme ça, là. Juste, tantôt, vous m'avez dit à propos de... Est-ce que les policiers sympathisaient avec les classes populaires? J'ai eu une réflexion que je n'ai pas insérée dans mon mémoire de maîtrise. Turcotte, à Québec, se pose la question s'il y a une plus grande répression policière à l'encontre de certaines catégories de la population. On lui parle beaucoup d'ethnies. Par exemple, les Irlandais, est-ce qu'ils sont plus réprimés que les autres ethnies? Il en arrive à la conclusion que les cas de brutalité policière sont souvent faits par les mêmes ethnies. Donc, mettons, un policier qui est irlandais va faire la répression policière ou de la brutalité policière, même jusqu'à de la brutalité policière, plus vers des personnes qui s'associent comme étant, mettons, irlandais, anglais, francophone. Donc, ça m'a un peu nuancé dans ma tête. Est-ce que c'est vrai que, vu qu'on est dans la même classe sociale, je vais moins agir en ton encontre? Ben, je sais pas. En gros, c'est ça. Je suis pas certain qu'à Saint-Hyacinthe, parce que les policiers avaient le même statut social que la classe populaire, je suis pas certain qu'ils réprimaient moins cette classe populaire-là. Mais quand même, j'ai pas dit l'inverse non plus. Là. C'est intéressant. Merci. Je pense qu'il y a aussi l'idée que c'est aussi qu'en devenant policier, tu as maintenant un pouvoir plus grand sur tes semblables. Tu deviens comme tu te mets au-dessus d'eux. Il y a aussi une question comme de power trip, peut-être des fois aussi. Peut-être. Je pense qu'on a peut-être épuisé les questions. Très belle séance de questions, très belle communication. Alors, je vous demanderais peut-être de remercier nos 3 intervenants pour des contributions stimulantes.